Kanata était un perdant laid et inutile, détesté par tout le monde pour être un traître. Cependant, tout change quand il s'associe avec 3 filles inutiles et les entraîne pour sauver le monde. En combattant un essaim de scarabées démoniaques, Yuri a failli être gelé, mais Kanata l'a sauvé juste à temps. Chloé a tiré une attaque longue et mal chronométrée qui a éliminé la plupart des scarabées. Mais une nouvelle vague est arrivée, et avant qu'elle ne puisse tirer à nouveau, un scarabée a essayé de l'attaquer. Kanata a chargé l'insecte et l'a abattu avant de lui ordonner de battre en retraite avec Lloyd et Yuri. Alors qu'il s'envolait, Kanata a chargé les scarabées en éliminant la plupart jusqu'à ce qu'un plus gros apparaisse et lui tire un rayon dessus. 6 mois plus tard, Chloé était dans le bureau du chef de la division des Sky Wizards pour lui donner une mise à jour sur les membres de l'équipe de feu E601. La première était Nico, une fille délirante et écervelée qui croyait être la réincarnation d'une déesse et, en tant que telle, jugeait inutile de participer à un exercice d'entraînement et aux travaux scolaires. Ensuite, il y avait Lecty, une fille timide et bienveillante dont le rêve est de devenir une Sky Wizard pour protéger les faibles. La dernière était Misora, la chef de l'équipe de feu E601 qui était actuellement sur une série de 124 défaites. Après avoir donné le rapport, Frian a souligné que les filles étaient l'équipe la plus faible et a demandé à Chloé de trouver un instructeur pour les entraîner. Chloé a demandé si elle pouvait recommander quelqu'un et Frian l'a assuré qu'elle approuverait tant que la personne pouvait gérer la classe des recalés. Pendant ce temps, Kanata était à l'entrepôt quand Lloyd est venu le trouver et lui a demandé ce qu'il faisait là. Kanata lui lança son clipboard et sauta de la plateforme sur laquelle il se tenait avant d'expliquer qu'il comparait l'inventaire de l'entrepôt avec ce qui était sur la liste parce que la liste des aliments ne correspondait pas. Lloyd lui dit alors qu'il avait découvert que certains membres de la division Machina volaient la nourriture. Alors il les avait tabassés. Lloyd a demandé depuis combien de temps il était enfermé dans l'entrepôt et il a dit qu'il y était depuis toute la nuit, ce qui l'a surpris. Kanata a ensuite demandé pourquoi il était venu. Alors il lui a dit que le chef de la division des Sky Wizards voulait le voir pendant le déjeuner. Immédiatement, Kanata est parti et s'est dirigé vers le campus principal de l'école. Lorsqu'il atteignit le campus, il heurta accidentellement Miss Sora et elle tomba sur lui tandis qu'il se retrouvait à lui tenir les fesses pour la stabiliser. Miss Sora le gronda de ne pas regarder où il allait, mais le mal comprit en remarquant où étaient ses mains. Elle cria et Kanata s'excusa. « Je suis ici pour te dire maintenant, on s'en fiche », ce qui la fit argumenter que les petites fesses comptaient. Lorsqu'elle se releva, elle découvrit que son toast était tombé côté confiture sur son entrejambe. Alors elle exigea qu'il la rembourse pour avoir gâché son petit déjeuner. Kanata a fait remarquer que c'était elle qui devait s'excuser d'avoir laissé une tache sur son pantalon, mais elle a commencé à se plaindre que cela allait la mettre en retard pour l'entraînement. Kanata s'est alors levée, après quoi le toast est tombé, ne laissant qu'une tache humide sur son pantalon, et quand Misora a remarqué cela, elle a crié à l'aide en le traitant de pervers. Cependant, lorsqu'elle se retourna, elle réalisa qu'il avait disparu tout comme l'avatar il y a 100 ans. Kanata, quant à lui, alla laver la tache de confiture sur son pantalon et, ce faisant, il remarqua Rico admirant son reflet dans une fenêtre voisine. Rico a rapidement senti sa présence et a demandé s'il la regardait parce qu'il était captivé par sa beauté. « Je suis ici pour te dire maintenant, ça ne nous intéresse pas. » Cependant, Kanata lui a dit qu'il était plus préoccupé par son comportement loufoque, mais la reine de l'illusion a dit qu'il était un fan obsédé et un harceleur. Kanata ne pouvait pas croire la fille et lui demanda si elle avait oublié de prendre ses pilules, mais Rico ignora son insulte et s'approcha de lui en disant qu'un simple mortel comme lui ne pouvait pas comprendre ses manières parce qu'elles étaient divines, puisqu'elle était la réincarnation d'une déesse. Elle lui a aussi dit de ne pas la fixer trop intensément, sinon il tomberait amoureux, ce qui serait imprudent car elle était la seule personne autorisée à succomber à sa beauté. Alors Kanata lui a dit d'arrêter de se faire des illusions et de concentrer son énergie sur son entraînement de sorcière, mais Rico a dit qu'elle ne pouvait pas se soucier de telles activités stressantes. Juste à ce moment-là, elle remarqua qu'il était à moitié nu, alors elle s'éloigna en disant que même s'il était attiré par elle, il n'avait pas besoin d'enlever son pantalon. Il lui dit que son pantalon était déjà enlevé avant même qu'il ne la remarque. Alors Rico demanda s'il n'avait pas honte de montrer sa mini-saucisse avant de commencer à crier à l'aide en disant qu'un pervers dégoûtant essayait de se salir avec elle. Encore une fois, Kanata a disparu, mais cette fois, il s'est retrouvé dans la salle de bain et en essayant de sortir, il a rencontré Lecty, le visage rouge, qui a maladroitement fait remarquer qu'il était dans la salle de bain des filles. « Je suis ici pour vous dire tout de suite, ça ne nous intéresse pas. » Kanata a fini par porter son pantalon mouillé et a continué son chemin en se réprimandant d'avoir pris un raccourci au lieu de suivre le bon chemin. Alors qu'il traversait l'école, les élèves chuchotaient entre eux en se demandant pourquoi le traître avait pris la peine de se montrer à l'école. Lorsqu'il est arrivé à l'escalier, il a rencontré Yuri qui a fait remarquer qu'il était en retard. Alors il lui a dit qu'il avait rencontré des problèmes en chemin. Yuri ne semblait pas le croire et a dit qu'un traître dirait n'importe quoi pour se sortir d'affaire, ce qui a poussé Kanata à demander si elle lui en voulait toujours.
Elle lui a dit que non, mais il a continué d'insister, ce qui l'a mise en colère. Et juste au moment où elle a commencé à se disputer avec lui, Chloé les a rejoints et lui a demandé d'ignorer Kanata. Quand elle s'est éloignée, Chloé a demandé à Kanata pourquoi il aimait taquiner Yuri. Alors il a expliqué que Yuri avait rejoint leur équipe pour être proche de lui. Mais à cause de tout ce qui s'était passé, elle avait été blessée. Et comme elle n'était pas du genre à exprimer ses sentiments, la mettre en colère était le seul moyen de lui permettre de libérer sa colère. Il a également souligné que cela faisait 6 mois depuis l'incident, mais Yuri était toujours en colère contre lui. Alors Chloé l'a supplié de comprendre que lorsque tout s'est passé, Yuri était inconsciente. C'est pourquoi elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle a ensuite admis qu'elle se sentait désolée pour les événements de ce jour-là, donc elle allait se rattraper. Mais Kanata a dit qu'elle avait l'air de vouloir l'entraîner dans une affaire louche. Plus tard dans la journée, Chloé l'a emmené au bureau de Frin, et bien qu'elle n'était pas ravie de le voir, elle lui a remis un document. Après l'avoir lu, Kanata a demandé pourquoi elle le nommait instructeur, alors Chloé a expliqué que les autres instructeurs étaient complets pour le semestre. Il a essayé de refuser, mais elle a insisté sur le fait que ce serait une bonne chose pour lui, alors il a accepté et a pris la tablette pour lire les dossiers des filles. Pendant ce temps, dans la salle de classe de l'équipe E601, Misora et Riko se disputaient parce que Riko refusait de les rejoindre pour l'entraînement quand Misora a remarqué que Lecti essayait de dire quelque chose. Elle a demandé à Lecti ce qu'elle voulait dire et Lecti lui a dit qu'elle avait rencontré un pervers dégénéré dans la salle de bain ce matin-là. Riko et Misora ont dit qu'elles en avaient aussi rencontré un, et alors que les deux étaient sur le point de commencer une autre dispute, Kanata est entré dans la salle de classe et s'est présenté comme leur nouvel instructeur. Cependant, après avoir entendu son nom, Misora le reconnut comme le traître, mais aussi comme le type cultivé du bas-ventre, ce que les autres confirmèrent. Alors ils activèrent leurs anneaux et invoquèrent leurs armes. Misora demanda alors comment un sale type comme lui était devenu leur instructeur, disant qu'elle était sûre qu'il allait juste se la couler douce et ne se soucierait pas de leur performance. Kanata lui a dit de se taire et a dit qu'il savait déjà tout ce qu'il avait besoin de savoir sur eux. Il a dit qu'elle avait un D à ses examens et un F en entraînement pratique, mais Misora a soutenu que ses capacités ne pouvaient pas être mesurées par des examens. Il s'est ensuite tourné vers Riko et a dit que bien que ses notes en classe soient bonnes, elle avait un F- parce qu'elle refusait de faire les devoirs. Il a également demandé comment sa note de formation pratique était un F-, et Riko lui a dit qu'elle n'avait pas pu se coiffer à temps, alors elle a sauté la formation. Enfin, il a dit à Lecti que sa note pratique était incertaine, et que ses notes en classe étaient si basses qu'elle rivalisait avec Misora pour être la plus nulle de l'école. Après cela, il a essayé de continuer le cours, mais Misora s'est levée et a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle permette à un fichu traître d'être leur instructeur. Lecti a alors demandé pourquoi elle continuait à l'appeler un traître, alors elle a expliqué qu'après avoir combattu seul des scarabées démoniaques, il avait réussi à revenir vivant, mais depuis, il était devenu un lâche. Elle a dit qu'il avait sauté ses missions spéciales, et Riko a ajouté qu'il avait sauté un match de classement important qui était censé faire passer son équipe au rang S. Misora a expliqué en outre que sa trahison constante des attentes des autres lui avait valu le surnom de traître. C'est pourquoi il ne pouvait pas permettre à un homme irresponsable de devenir leur instructeur, mais Kanata lui a dit que si elle avait un problème avec cela, elle devrait en parler au chef de la division des Sky Wizards, après quoi il a souligné qu'il n'avait jamais gagné un seul match de classement et a demandé si elle n'avait pas honte d'elle-même. Misora a admis qu'elle l'était, c'est pourquoi elle travaillait dur pour devenir une Sky Wizard, tandis que Riko a dit qu'elle était déjà suffisamment compétente, et Lecti a dit qu'elle ne sautait jamais son entraînement. Kanata leur a alors rappelé qu'il était autrefois appelé le maître épéiste noir, donc il devrait être heureux d'apprendre de lui, et a dit que s'il les entraînait, il pourrait un jour devenir plus fort que lui. Voyant qu'il avait attiré leur attention, il leur a dit de s'imaginer en train de vaincre des équipes de haut rang et de combattre les scarabées diaboliques. Ils l'ont fait, alors après qu'il ait demandé s'ils allaient toujours le mettre à la porte, Misora lui a dit qu'il pouvait travailler avec lui pour le moment, mais Riko a refusé. Elle a dit qu'une déesse comme elle n'était pas faite pour suer, et Misora lui a dit que son attitude était la raison pour laquelle elle n'obtenait pas de bons résultats, ce qui ne semblait pas déranger Riko, puisqu'elle a dit à Misora que c'était elle et Lecti qui avaient de mauvaises notes. Misora s'est mise en colère et a dit qu'elle devrait régler ça dehors. Alors la tête en l'air, Riko a mis un pied dehors en disant qu'elle était dehors, ce qui a seulement énervé Misora davantage. Kanata a alors décidé de prendre la parole et a dit à Riko que puisqu'il ne l'avait jamais vue en action, il devrait croire les notes qu'elle avait reçues. Cela signifiait seulement qu'en termes de compétences, elle était soit au même niveau que Misora, soit inférieure. Et cela en dit long étant donné que Misora était la plus basse des basses. Riko a demandé pourquoi il la plaçait en dessous d'une ratée comme Misora, alors il lui a demandé de prouver qu'elle était meilleure en participant à leur entraînement. Riko a mordu à l'hameçon et a accepté, mais l'a averti de ne pas tomber amoureux d'elle à cause de sa performance divine. Il a ensuite demandé à Lecti si elle voulait se joindre à l'entraînement, mais elle était trop nerveuse pour parler correctement. Misora a dû lui rappeler de regarder Kanata dans les yeux et de parler fort, ce qui l'a fait s'excuser et se cogner la tête contre la table.
Kanata a pensé qu'elle refusait de s'entraîner avec eux, mais elle a expliqué qu'elle s'excusait auprès de Misora. Misora l'a alors rapproché de lui et Lecty lui a timidement demandé de l'entraîner. Pendant ce temps, Chloé et Yuri prenaient un verre dans un café quand Yuri a demandé des nouvelles de Kanata. Chloé a fait remarquer qu'elle avait demandé des nouvelles de Kanata 6 fois cette semaine-là, mais lui a dit qu'il était maintenant instructeur pour une équipe de feu de rang E. Yuri a demandé pourquoi il faisait cela alors qu'il refusait de bouger un muscle pour aider son équipe, mais Chloé lui a dit d'essayer de le comprendre. Plus tard dans la journée, Kanata a emmené la fille s'entraîner dans le ciel et Misora a demandé pourquoi il utilisait une planche pour voler au lieu d'utiliser la magie de vol. Kanata lui a dit qu'il s'entraînait secrètement pour un match avancé de Quidditch, ce qui a fait remarquer à Rico que la planche avait une mauvaise mobilité. En entendant cela, Misora a demandé s'il ne les considérait pas comme des adversaires dignes puisqu'ils n'allaient même pas voler correctement pour les affronter. Cependant, Kanata a dit que c'était le seul moyen de leur donner une chance de l'affronter. Il a ensuite annoncé que leur entraînement du jour serait le jeu du chat, mais Misora s'est plainte que c'était pour les débutants qui apprenaient juste à voler. Quand les autres filles l'ont soutenu, il a dit qu'elles pouvaient utiliser leurs armes alchimiques Arcana pour l'attaquer. Il a également ajouté que si elles parvenaient à le faire tomber, l'entraînement se terminerait avant de s'envoler sur sa planche. Misora l'a immédiatement poursuivi et Lecty l'a suivi tandis que Rico restait en arrière, disant qu'il était insensé de poursuivre une cible sans plan approprié. Quand Kanata a remarqué que Misora le poursuivait en criant comme une furie, il a réalisé qu'il n'avait aucune coordination. Il a vérifié ses statistiques et a vu que sa vitesse et son endurance étaient bonnes, alors il l'a provoquée en disant qu'elle ne pouvait pas l'attraper seule. Misora lui assura qu'elle le ferait, mais il lui dit qu'il n'allait pas lui en donner l'occasion. Après l'avoir poursuivi sans succès, elle invoqua son épée canon magique, Radgrid, et tenta de l'attaquer. Kanata les évita sans effort et demanda pourquoi elle ne pouvait pas donner des coups plus précis, après quoi il fit une manœuvre surprise et réussit à s'éloigner d'elle. Depuis sa cachette, Kanata la regardait essayer de le trouver, mais il sentit Lecty derrière lui. Lorsqu'il se tourna pour lui faire face, elle l'attaqua, mais en s'approchant de lui, elle devint timide et recula, ce qui le fit se demander pourquoi elle agissait ainsi. Elle l'a attaqué à nouveau, et alors qu'il bloquait ses attaques, il a réalisé qu'elle n'avait pas confiance en ses capacités. Une fois de plus, elle a reculé et a commencé à s'excuser, mais Kanata a senti Rico derrière lui et s'est écarté juste au moment où elle lui tirait dessus. Cependant, il réalisa que Lecty serait en danger. Alors il l'attrapa et utilisa son couteau pour couper la balle de Rico. Kanata fut impressionné par l'attaque et demanda aux filles si elles avaient élaboré le plan. Et Rico lui dit que contrairement à l'idiote Misora, Lecty savait manier une arme. Ce soir-là, dans leur vestiaire, alors que les filles se changeaient, Lecty s'excusa de ne pas avoir fait de son mieux pendant leur entraînement, mais Misora lui dit qu'elle n'était pas responsable de leur échec. Rico commenta que pour la première fois de sa vie, Misora disait quelque chose de raisonnable, ce qui agaça Misora, mais Rico lui dit de ne pas être jalouse de ses énormes melons. Misora répliqua qu'au moins ses intrigues étaient plus grandes que celles de Lecty, mais Lecty lui fit savoir que les siennes ressemblaient plutôt à des raisins. Misora retourna sa colère contre Rico et les deux commencèrent à se disputer, mais elles s'arrêtèrent lorsque Kanata entra pour leur donner des nouvelles de leur prochaine leçon, ce qui poussa les filles à tourner leurs armes contre lui. Le lendemain, Kanata informa les filles qu'elles commenceraient leur entraînement, mais comme d'habitude, Rico n'était pas intéressée, alors elle partit. Kanata emmena ensuite Lecty dans un magasin de vêtements et lui acheta une tenue de soubrette. Se sentant timide dans cette tenue révélatrice, elle demanda quel type d'entraînement elle pouvait faire dans une tenue de soubrette. Alors Kanata lui tendit des prospectus et dit que son travail était de les distribuer. Lecty est sortie pour essayer de distribuer les flyers, mais elle était trop nerveuse. Alors quand un groupe de garçons l'a remarquée et a essayé de la toucher, les flyers sont tombés par terre. Les garçons les ont vus et Lecty leur a demandé d'en prendre un. Alors quand ils l'ont pris et sont partis, Lecty s'est sentie fière d'elle pour avoir fait son travail. Pendant ce temps, Kanata a emmené Misora aux portes et lui a dit que sa mission était de suivre Rico pour découvrir sa faiblesse. Misora a commencé à se plaindre, alors Kanata a dû lui couvrir la bouche quand Rico est passé près d'eux. Quand elle est partie, Misora a fait remarquer qu'il était en train de la tripoter, et il s'est excusé, disant qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, ce qui l'a amené à demander s'il disait cela parce qu'il pensait que ses formes étaient presque inexistantes. Kanata a simplement pointé Rico qui partait et l'a poussé dans cette direction, alors elle est partie en colère. En suivant Rico, elle a essayé d'être discrète, mais Rico l'a remarqué dans le reflet de la fenêtre et s'est approchée d'elle. Elle a alors demandé pourquoi elle la suivait, mais Misora n'a pas pu trouver de réponse. Alors l'égocentrique et cervelé a supposé qu'elle était tombée sous le charme de sa beauté. Rico a essayé de partir, mais Misora l'a supplié de la laisser venir avec elle, alors elle a accepté. De retour à l'école, Lecty a informé Kanata qu'elle avait terminé sa tâche, mais il lui a dit que sa prochaine tâche était de travailler à temps partiel dans un café. Ailleurs, un gars aux cheveux bruns était en train de consulter un fichier de données sur un Devil Beetle quand il a croisé Yuri, qui a accidentellement renversé du thé sur lui. Yuri s'excusa et essaya d'essuyer la tache avec son mouchoir, mais en la regardant, le gars sembla tomber amoureux.
Quand Chloé l'appela, elle proposa de faire nettoyer ses vêtements à sec, mais il la rassura que tout allait bien. Au centre commercial, Misora découvrit que Rico avait une passion pour la lecture de livres de philosophie et apprit aussi qu'elle avait une obsession pour les peluches mignonnes. Quand elle a mentionné que Rico ne ressemblait pas au genre de fille qui aimait ce genre de choses, Rico a pris ses sacs de course et est parti précipitamment. De retour au café, Lectie était submergée par le fait de devoir parler aux clients, alors elle est partie se cacher à l'arrière du bâtiment. Misora l'a trouvée là et a essayé de l'encourager en se déguisant en lapin et en travaillant au café. Lloyd, qui était aussi au café, a remarqué le comportement de Lectie et a demandé si elle avait des difficultés à parler avec les gens. Il lui a alors dit que si elle trouvait quelque chose de difficile, en un sens, c'était la même chose que sa faiblesse. Alors il lui a conseillé de faire confiance à son instructeur et de suivre l'exemple de son ami. Quand elle a regardé Misora, elle a gagné un peu de confiance et a réussi à faire face à la tâche. À la fin de la journée, les filles ont fait leur rapport à Kanata et Lectie a demandé s'il était au courant qu'elle avait de l'anxiété sociale. Il a expliqué que lorsqu'il jouait à chat, il avait remarqué qu'elle avait des compétences, mais qu'elle n'avait pas la confiance nécessaire pour se battre réellement. Il lui a ensuite dit que si elle voulait devenir une vraie Sky Wizard, elle devait surmonter sa peur, mais Lectie lui a dit qu'elle ne pensait pas pouvoir le faire. Alors Kanata l'a assuré qu'elle le pouvait, et qu'en tant qu'instructeur, il l'aiderait volontiers à y parvenir. Il a dit qu'il était normal de se sentir anxieux et de faire des erreurs, mais que le mieux était d'apprendre de ses erreurs et de perfectionner les choses. Il a ensuite demandé à Misora comment s'était passé son entraînement, et elle a dit qu'elle n'avait rien trouvé d'utile pendant son temps avec Rico. Pendant qu'elle parlait, Kanata est allé leur chercher des glaces, donc quand il est revenu, Misora a continué son explication. Elle a admis qu'elle était une leader incompétente parce qu'elle ne connaissait rien de ses coéquipiers, mais Kanata a souligné que grâce à la mission qu'il lui avait donnée, elle avait réussi à apprendre quelque chose sur eux. Il lui a dit que maintenant qu'elle connaissait ses lacunes, elle pouvait travailler dessus et s'améliorer. Le lendemain, en classe, Kanata informa Misora qu'il changeait son arme de son épée canon à une lance parce qu'elle gaspillait ses talents en essayant de maîtriser l'épée. Misora lui dit qu'elle n'allait pas changer d'arme et qu'elle était idiote d'avoir pensé qu'il était un bon instructeur avant de sortir en courant de la classe. Il y a quelque temps, lors d'une bataille entre les Sky Wizards et les Devil Beetles, une femme aux cheveux rouges, ressemblant étrangement à Misora, a combattu les scarabées. Elle avait aussi l'épée de Misora, Radrid, qu'elle a utilisée pour produire une frappe qui a détruit toute la flotte de scarabées. Sa victoire a été montrée à une foule en liesse et à une jeune Misora qui a appelé la femme mère. De retour au présent, Misora était au cimetière, et alors qu'elle se tenait près de la tombe de sa mère, elle se souvenait de ce que Kanata lui avait dit à propos de changer son arme, ce qui la rendait plus déterminée à ne pas abandonner et à prouver que Kanata avait tort. Pendant ce temps, Lectie est allé livrer une commande de boisson, tout en poursuivant son entraînement, et lorsque la porte s'est ouverte, c'était Lloyd. Elle se souvenait de lui depuis son premier jour au café, et il lui a dit qu'il était content qu'elle s'améliore. Quand elle est partie, il a apporté les boissons à Chloé et Frey qui ont demandé pourquoi Lloyd faisait encore travailler Lectie dans le cadre de son entraînement. À l'extérieur du bureau, Lectie a vu Rico et lui a demandé si elle voulait s'entraîner avec elle, mais elle a refusé en disant que c'était en dessous de son statut. Lectie s'est excusée de l'avoir dérangée et a dit qu'elle était inquiète parce que Misora n'était pas venue à l'école depuis quelques jours. Quand elle a mentionné qu'elle ne pouvait compter que sur Kanata pour l'aider, Rico a demandé pourquoi elle lui faisait confiance. Lectie expliqua que bien que tout le monde l'appelle un traître, il était très serviable et gentil. Ailleurs dans l'école, le gars sur lequel Yuri avait accidentellement renversé du thé, était assis sur un banc en répétant comment parler à Yuri lorsqu'il lui rendrait son mouchoir. Cependant, quand il se leva pour aller la trouver, il la vit parler avec Kanata, qui lui dit d'arrêter de le suivre comme un chiot perdu. Yuri lui a dit qu'elle voulait seulement savoir pourquoi il n'avait pas réservé l'espace aérien d'entraînement pour l'équipe E601. Kanata lui a dit d'arrêter d'être curieuse, mais elle a dit qu'elle l'avait découvert par hasard parce qu'elle était responsable des réservations. Il lui a ensuite dit qu'il avait d'autres choses à faire avant de lui dire au revoir, la laissant seule. Après avoir observé leur interaction, la fille avait l'air d'avoir léché un citron acide et a jeté le mouchoir sur le banc avec agacement. Plus tard dans la journée, Kanata est arrivé dans un restaurant et quand il est entré, le propriétaire l'a accueilli. Mais Misora, qui était aussi là, lui a dit de dégager. Le propriétaire, qui s'est avéré être son père, lui a dit de ne pas parler impoliment à son client, mais elle s'est fâchée et est partie. Kanata a été surpris de découvrir qu'ils étaient liés. Alors quand il a mentionné qu'ils ne se ressemblaient pas du tout, son père a dit qu'elle ressemblait à sa mère, après quoi, elle lui a dit qu'elle était morte. Après avoir servi un steak à Kanata, il lui a dit qu'il avait entendu dire que sa défunte épouse aimait le steak. Kanata a demandé s'il était un naturel, et il a répondu que oui, mais a dit que sa femme était une sorcière du ciel. Il a également dit qu'il n'avait aucun souvenir d'elle, même s'il y avait des archives à son sujet, ce qui a tendu sa relation avec Misora. Il a ensuite demandé à Kanata s'il savait pourquoi Misora séchait l'école.
Mais au lieu de lui répondre, Kanata a demandé pourquoi Misora était obsédé par l'épée canon magique. Cette question a fait réaliser à son père qu'il n'était pas une connaissance ordinaire, alors il a demandé qui il était. Kanata lui a dit qu'il était son instructeur, donc toute information qu'il avait sur l'épée lui serait utile. Le père de Misora a expliqué qu'on lui avait dit que sa femme était une grande épéiste de canon magique dans la ville flottante où il vivait. Un jour, elle est partie en mission dont elle n'est jamais revenue, et à partir de ce jour-là, les naturels ont perdu leur souvenir d'elle. Cependant, Misora se souvenait d'elle et a décidé de poursuivre les arts de l'épée de canon magique parce qu'elle ne voulait pas oublier sa mère. Dans un flashback, Sosi, la mère de Misora, venait de revenir d'une mission, et Misora était très excitée de la voir. Sosi l'a soulevée et l'a lancée en l'air comme une poupée de chiffon, après quoi elle a commencé à flirter avec son mari, oubliant que sa fille était toujours en l'air jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans les bras de son père. Le lendemain matin, elle a donné du steak à Misora pour le petit déjeuner et l'a convaincue de le manger même si elle ne le voulait pas. Plus tard dans la journée, Misora remarqua que de l'eau inondait la maison et trouva sa mère maladroite à côté de la machine à laver. Misora demanda ce qui s'était passé et sa mère lui dit qu'elle avait mis trop d'eau. Un peu plus tard, Sosi fit un trou dans le mur parce qu'elle essayait de sécher de l'eau et juste au moment où Misora la réprimandait pour son imprudence, elle fut appelée pour une mission. Misora voulait protester mais son père lui a parlé, alors elle a souhaité bonne chance à sa mère. Quelques jours plus tard, Sosi est revenue et a emmené Misora pour lui montrer à quoi ressemblait leur ville vue du ciel. Pendant qu'elle volait, Sosi a dit à sa fille qu'elle se battait pour protéger tout le monde dans la ville, y compris elle et son père, ce que Misora trouvait très cool. Mais leur vol a été interrompu par 2 policiers aériens qui ont ordonné à Sosi de s'arrêter. C'est alors que Misora a réalisé que sa mère n'avait pas la permission de voler. Sosi lui a dit de s'accrocher alors qu'elle volait plus vite pour échapper aux policiers et a admis plus tard qu'elle avait oublié d'obtenir l'autorisation de vol. Quelques jours plus tard, elle a dit au revoir à son mari et à sa fille, car elle partait en mission, mais a promis d'être de retour à temps pour le dîner. Le soir est vite arrivé, alors Misora a arrêté son entraînement à l'épée et est allée demander à son père à quelle heure sa mère reviendrait. Cependant, son père n'avait aucune idée de qui elle parlait et lui dit qu'elle n'avait pas de mère. Misora ne comprenait pas pourquoi son père disait cela, alors elle sortit de la maison et alla demander à ses voisins s'ils connaissaient sa mère. Mais tout comme son père, aucun d'eux ne savait qui elle l'est vraiment. Scully était. Quand Misora est rentrée chez elle, elle a rencontré des sorciers du ciel qui étaient venus rendre l'épée de sa mère. Ils lui ont dit que Sosi était morte en les protégeant, ce qui a rappelé à Misora que sa mère lui avait dit qu'elle se battait pour protéger les gens. Misora a parlé à l'épée et a déclaré qu'elle deviendrait une sorcière du ciel, comme sa mère. De retour dans le présent, Kanata a trouvé Misora là où elle était allée s'entraîner et l'a emmenée à la tombe de sa mère. Il lui a alors dit de jurer devant sa mère qu'elle arrêterait d'utiliser l'épée canon parce qu'elle ne serait jamais assez forte pour la manier. Mais Misora a refusé. Elle a invoqué l'épée et a dit que le jour où elle l'a reçue, elle a hérité de la volonté de sa mère, ce qu'un commerçant ne comprendrait pas. Kanata a alors demandé si l'objectif de sa mère était de protéger les gens ou de manier l'épée, ce qui l'a fait s'arrêter et réfléchir. Il a expliqué que son refus d'abandonner l'épée ne ferait que la conduire à mourir imprudemment, mais Misora a soutenu qu'elle voulait que les gens se souviennent de sa mère. Kanata a souligné que les naturels ne se souvenaient jamais des sorciers du ciel qui étaient morts, et Misora lui a dit qu'en devenant la meilleure manieuse de l'épée canon, elle les ferait se souvenir. Kanata a ri et l'a traitée de folle, mais a dit que c'était le genre de fille qui l'attirait et qui lui donnerait un conseil pour mieux manier l'épée. Il lui a alors dit de jurer devant sa mère qu'elle deviendrait la meilleure épéiste assez forte pour protéger tout le monde. Le lendemain, elle est retournée à l'école et s'est excusée auprès de Lecty de l'avoir inquiétée, et Kanata les a informés que la prochaine partie de leur entraînement consistait à servir du café en maillot de bain, ce qui a fait s'envoler Lecty de colère. Avant que Misora ne parte à sa poursuite, elle remercia Kanata d'être venu l'aider. Pendant ce temps, Riko, qu'ils avaient remarqué en train de les observer, se dit que Kanata commençait à devenir intéressant. Quelques jours plus tard, Riko a été réveillée par sa sœur qui l'a traitée de paresseuse pour avoir dormi un jour d'école. Après son départ, Riko est allée prendre une douche mais a été distraite par la vue de son propre corps dans le miroir. Plus tard dans la journée, Kanata déjeunait avec Lloyd quand Yuri les a approchés, demandant comment Kanata pouvait supporter d'être la personne la plus détestée de toute la ville. Kanata ignora la petite peste et pointa les fichiers de données sur la table en expliquant à Lloyd qu'ils étaient l'équipe qui allait affronter son équipe lors de leur prochain match de classement. Yuri se plaignit d'être ignoré par eux et lui dit que ses méthodes d'enseignement étaient inutiles. Elle ajouta que son équipe était déjà faible et qu'avec lui comme instructeur, il n'y avait aucune chance qu'il gagne le match. Kanata lui répondit que c'était bien car il ne ressentirait pas la pression supplémentaire de devoir gagner. Yuri fut surprise par ces mots, alors elle demanda pourquoi il dirait une telle chose sur son équipe, disant qu'il était le pire type d'instructeur. Kanata expliqua qu'il ne s'inquiétait pas parce qu'il savait qu'ils avaient maintenant une meilleure chance de gagner.
Ces mots lui ont rappelé la dernière fois qu'elle s'était battue à ses côtés, ce qui l'a fait rougir, mais elle lui a dit qu'elle espérait qu'il ne se vantait pas simplement de leurs compétences, et est partie. Alors Lloyd l'a suivi. Juste à ce moment-là, Rico est arrivé et a commencé à lui parler de la beauté irrésistible qu'elle avait vue en prenant un bain ce matin-là. Son illusion évidente a fait rire Kanata, ce qui ne lui a rappelé que la façon dont les gens riaient d'elle quand elle était enfant. Elle remarqua alors le fichier de données sur la table et demanda pourquoi il les avait. Kanata expliqua qu'il s'agissait de leurs adversaires pour le prochain match et lui dit qu'ils auraient une chance de se battre si Lecty et Misora parvenaient à terminer leur entraînement. Alors Rico lui rappela qu'elle n'avait pas besoin d'entraînement. Kanata n'a pas essayé de la convaincre de s'entraîner et lui a dit de faire comme elle l'entendait, ce qui l'a surprise. Pendant ce temps, Misora et Lecty étaient dans le vestiaire en train de mettre des patchs de soulagement sur leur dos après leur entraînement. Lecty a mentionné que leur entraînement devenait plus difficile, alors Misora lui a dit que cela ne faisait qu'améliorer leurs compétences. Elle a dit qu'améliorer leurs compétences augmenterait leurs chances de gagner leur prochain match. Juste à ce moment-là, Kanata a frappé à la porte, les surprenant tellement que Misora l'a traité de voyeurs. Mais Kanata les a assurés qu'il s'intéressait aux Lola non développés. Il leur a dit qu'il voulait les emmener prendre une glace comme récompense pour leur travail acharné. Mais Misora a décliné son offre, disant qu'elles avaient d'autres projets. Lecty a essayé de discuter, mais Misora lui a dit qu'elle devait se concentrer sur leur entraînement pour pouvoir gagner le match. Plus tard, ils ont rencontré Rico dans la salle de classe et ont essayé de la convaincre de rejoindre leur session d'entraînement avant le match. Rico leur a dit qu'elle n'était pas intéressée à s'entraîner avec eux, parce qu'en tant que déesse naturellement douée, elle n'en tirerait aucun bénéfice. Lecty a essayé de lui faire comprendre qu'elle pourrait apprendre davantage de Kanata, et Misora l'a soutenue en disant que suivre les instructions de Kanata les rendrait plus forts. Cela a fait se rappeler à Rico la première fois que Lecty avait essayé de la convaincre de s'entraîner et sa conversation avec Kanata plus tôt dans la journée. Elle a quand même refusé et a dit qu'un simple mortel comme Kanata n'était pas digne de l'entraîner. Alors Misora lui a demandé de seulement participer au match puisqu'elle n'était pas intéressée par l'entraînement. Cependant, Rico lui a dit qu'elle n'avait pas l'intention de participer à un match qu'ils étaient sûrs de perdre. Ne voyant pas d'autre moyen de convaincre la diva suffisante, Misora s'est mise à genoux et a essayé de la supplier, mais Kanata est arrivée à ce moment-là et l'a relevée. Pendant ce temps, dans le bureau de Fréon, elle a informé Chloé qu'une équipe de feu rétrogradée avait été mise hors service lors d'une patrouille la nuit précédente. Chloé a demandé si une chimère était apparue et Fréon l'a confirmé avant de dire que les chimères étaient les commandants des petits scarabées. Elle a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser les scarabées s'approcher de Mistogan, mais Chloé l'a assuré qu'elle et l'équipe spéciale de pompiers s'en occuperaient. Fréon a ensuite demandé comment se déroulait l'entraînement de l'équipe E601 parce qu'ils avaient un match classé à venir. Chloé a ri et a fait remarquer qu'elle posait beaucoup de questions sur l'équipe, mais Fréon a dit que c'était juste une coïncidence. De retour dans la salle de classe E601, Kanata a fait tomber Misora sur les fesses et a dit que Rico avait raison à propos de leur défaite, mais que se plaindre comme un enfant était pire. Il posa alors sa main sur la tête de Misora et lui dit qu'il lui donnerait la clé de la victoire. Le lendemain, Rico se réveilla d'un rêve où elle poursuivait sa sœur entourée de gens. En se rendant en classe, elle croisa Rio qui regardait chaque train comme un obsédé. Mais comme le cerveau de Rico n'était rempli que de sable, elle supposa qu'il était là pour la traquer. Son arrivée a effrayé l'imbécile amoureux qui s'est immédiatement enfui, laissant Rico se complaire dans son illusion. Pendant ce temps, Kanata s'entraînait avec Misora et a invoqué son épée Gladius pour lui montrer un nouveau mouvement. Il a tiré un faisceau superchargé qu'il a appelé le coup de canon magique de l'art de l'épée de combat sur un nuage. Il lui a ensuite dit qu'elle devait la prendre et a commencé à lui montrer la bonne façon de positionner son corps pour tirer. Il lui a carrément dit que ses compétences en épée et en tir étaient nulles, mais comme il manquait de temps, elle devait faire de son mieux pour la prendre. Misora a demandé si c'était leur seule chance de gagner, alors il a expliqué que son atout le plus puissant était sa capacité de puissance magique qu'elle utiliserait pour alimenter l'attaque un tir, un mort. Misora a tiré, mais s'est soudainement sentie faible parce que la charge de puissance magique était trop lourde. Elle se tourna alors pour demander comment il parvenait à garder son calme alors qu'elle était déjà affaiblie après un seul tir, mais remarqua qu'il n'était pas aussi indifférent qu'elle le pensait. Kanata lui dit qu'il allait ajouter le mouvement à son entraînement régulier au canon, mais précisa qu'elle n'était autorisée à tirer que 3 fois par jour. Misora ne dit rien car elle était occupée à penser à quel point l'utilisation du Cannon Blaster l'épuisait, même s'il était 10 fois plus fort qu'elle. Il lui toucha alors la tête et lui dit de perfectionner le mouvement pour que son équipe puisse gagner, mais elle ignora ces mots et lui demanda d'enlever sa main de sa tête car ce n'était pas un accoudoir. Kanata la taquina en disant que c'était le meilleur endroit pour garder sa main parce qu'elle avait les pieds sur terre. Cependant, ils n'ont pas remarqué que Rico les regardait s'entraîner, et elle se dit que Misora s'était améliorée, mais se demanda pourquoi elle et Kanata flirtaient sans vergogne. Kanata passa ensuite à l'entraînement avec Lecty. Cependant, il remarqua qu'elle ne se concentrait pas et lui demanda ce qui n'allait pas.
Lecty demanda timidement s'il allait lui enseigner un nouveau mouvement comme il l'avait fait avec Misora, mais il dit qu'elle n'avait pas besoin d'un mouvement spécial parce qu'elle utilisait déjà l'art de l'épée jumelle magique de style Isenad créé par son ancêtre. Il lui demanda de se souvenir de l'entraînement qu'elle avait suivi pour pouvoir perfectionner la technique et lui dit de revenir à la charge. Lecty l'attaqua de toutes ses forces, mais Kanata égalait ses coups avec les siens. Quand ils cessèrent de se battre, Lecty se sentit triste parce qu'elle n'avait pas réussi à toucher Kanata, mais il la rassura en lui disant qu'elle s'était beaucoup améliorée. Riko, qui regardait toujours, se demanda si elle s'améliorerait aussi si elle laissait Kanata l'entraîner. Elle sentit bientôt Kanata derrière elle, alors elle se tourna pour lui faire face mais enleva ses lunettes quand elle se souvint qu'elle les portait. « Hein ?» Kanata demanda si elle les portait pour activer sa clairvoyance, et elle le confirma, mais demanda comment il savait pourquoi elle en avait besoin. Il expliqua que de là où elle se tenait, il serait difficile pour elle de les voir clairement, donc il était logique qu'elle utilise la compétence de détection de plus haut rang pour les observer. Riko a alors demandé si le mouvement qu'il avait enseigné à Misora était la fameuse clé de la victoire dont il avait parlé. Lorsqu'il a dit oui, elle a convenu que si Misora le maîtrisait, elle pourrait devenir inarrêtable. Cependant, elle pensait que c'était inutile car le long temps de préparation du mouvement était l'occasion parfaite pour un ennemi de frapper. Riko lui a dit que pour utiliser ce mouvement, il faudrait un avant-garde habile et une arrière-garde pour les protéger. Kanata était d'accord avec elle, mais a dit que ses capacités étaient plus précieuses, ce qui la confuse parce qu'il venait de lui dire que Misora était leur clé de la victoire, et maintenant il lui disait qu'elle était plus précieuse. Alors il a expliqué que les trois étaient les clés de la victoire de leur équipe, ce qui l'a amené à demander pourquoi il ne l'avait jamais forcé à s'entraîner comme les autres. Kanata a admis qu'il l'avait fait pour permettre à Lecty et Misora de rattraper son niveau. Il s'est ensuite rapproché d'elle, et comme le maître ultime de la drague lui a dit qu'il la voulait, ce qui l'a fait demander s'il était sous l'emprise de la drogue. Kanata lui a simplement dit qu'il pouvait continuer à les entraîner et à élaborer des stratégies, mais que s'il n'avait pas la volonté de se battre, il perdrait, et il lui a demandé de choisir entre rester dans la ville des perdants et déménager à Winnersville. Le jour d'entraînement suivant, alors que Misora et Lecty volaient vers l'espace d'entraînement aérien, Misora fit remarquer que Riko était encore absente, mais juste au moment où Lecty demandait si elle allait manquer leur prochain match, Riko les appela. Lecty était excitée de la voir et vola plus vite, tandis que Misora la réprimandait de ne pas leur avoir dit qu'elle venait. Quelques jours plus tard, une alerte de raid aérien fut émise à tout Mistogan en raison d'une vague de scarabées diaboliques. Depuis la salle de contrôle, Freyan a ordonné aux équipes de feu de rang A d'engager les insectes et d'agir en tant que défense de la ville, tandis qu'elle a ordonné aux équipes de rang E d'aider à l'évacuation. L'équipe 601 faisait partie des équipes assignées à l'évacuation, mais lorsque Riko et Misora ont rencontré Kanata, Riko a demandé pourquoi ils n'étaient pas en première ligne à combattre. Kanata lui a dit que c'était compliqué, et quand Misora a réalisé que les choses allaient de mal tourner, elle a demandé où était Lecty. L'instant d'après, Lecty est arrivé en volant vers eux avec une petite fille et un chat dans ses bras. Misora a dit qu'il devait l'emmener à l'abri, mais Kanata leur a dit d'attendre parce qu'il avait remarqué des scarabées diaboliques approcher. Pendant ce temps, Chloé et Yuri combattaient des scarabées quand Lloyd est venu les informer que certains scarabées avaient franchi leur défense et étaient entrés dans Mistogan. À l'intérieur de la salle de commandement, Freyan a ordonné à toutes les équipes de se préparer au combat et d'arrêter les insectes qui étaient entrés. Dehors, alors que les insectes approchaient, Misora a invoqué son épée canon et a utilisé son blaster pour en éliminer la plupart, mais elle a fini par détruire certaines parties de la ville. Ses coéquipiers l'ont traité d'idiote pour avoir libéré une telle explosion à l'intérieur de la ville, et Kanata lui a fait savoir qu'elle avait détruit le restaurant de son père. Après cela, ils ont rendu la fille à sa mère, mais Kanata a entendu un grondement sourd qui l'a inquiété. De retour dans la salle de contrôle, Freyan a été informé qu'une chimère de Neb était apparue dans le bloc 24, alors elle a ordonné à toutes les unités d'interception de concentrer leur puissance de feu sur elle pour l'abattre. Les unités ont suivi les ordres et ont abattu la chimère, mais juste au moment où Freyan leur a ordonné de mettre en place un périmètre, on lui a dit que le schéma de l'insecte n'avait pas changé. Pendant ce temps, Kanata a dit aux filles qu'il y avait plus d'une chimère, alors Riko a demandé si le seul moyen d'arrêter le raid était de trouver la deuxième chimère, ce qu'il a confirmé. Elle a ensuite mis ses lunettes pour activer sa clairvoyance, après quoi elle leur a dit qu'il y avait une forte concentration de petits scarabées dans le bloc 68. À l'extérieur de Mistogan, Yuri a suggéré à Chloé et Lloyd de retourner en ville pour combattre la chimère, mais Chloé lui a dit que Kanata pouvait s'en occuper seul. Yuri a soutenu que Kanata était un lâche sans vergogne et serait le premier à prendre la fuite, mais Chloé lui a dit de lui accorder le bénéfice du doute. De retour à Mistogan, Kanata a dit aux filles qu'elles seraient celles qui abattront la chimère. Misora a demandé s'ils prévoyaient de se débarrasser d'eux, en soulignant que c'était leur premier vrai combat.
Kanata leur a dit qu'il ne les avait pas entraînés pour être des faibles qui mouraient facilement, et a dit qu'il les avait entraînés pour survivre et protéger les autres. Il les a assurés qu'ils pouvaient éliminer la chimère avec leurs compétences parce qu'ils croyaient en eux. Lectie a accepté, disant qu'il pouvait sauver des vies tandis que Riko était plus préoccupé par le fait de montrer à sa sœur qu'elle était supérieure. Alors qu'elle s'approchait des insectes, Kanata ordonna à Lectie d'attirer l'attention des Archernars en les engageant au corps à corps. Ensuite, il ordonna à Riko d'utiliser des attaques de sniper à longue portée pour couvrir Misora pendant qu'elle tirait le coup de frappe. Cependant, les insectes continuaient d'arriver, alors Lectie et Riko tinrent bon jusqu'à ce que Misora recharge et tire un coup plus puissant, éliminant les insectes. Leur célébration fut de courte durée lorsque Kanata attira l'attention de Misora sur la chimère qui tira une puissante décharge sur elle. Misora se figea comme un cerf pris dans les phares, incapable de bouger, mais Kanata réussit à la sauver en agissant comme un véritable bouclier humain et se blessa à la main. Alors que la chimère s'élevait des cendres de ses camarades, tel un phénix et commençait à tirer sur eux, elle visa les bâtiments entourant Riko et Lectie, provoquant la chute des débris sur eux. Lorsque Kanata et Misora allèrent les voir, Misora dit à Kanata de ne pas se stresser, car elle remarqua que ses réserves de magie étaient faibles. Kanata dit qu'il est leur seule chance de vaincre la chimère avant d'invoquer Gladius. Alors qu'il imitait une charge de Super Saiyan, Lectie remarqua qu'il n'utilisait pas de magie normale et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il lui dit de reculer parce que c'était dangereux et s'envola. Il a chargé la chimère, esquivant toutes ses décharges, et a réussi à utiliser son épée pour trancher le centre de son front. Cependant, elle se recharge rapidement et tire une autre décharge, mais elle est contrée par une décharge de Kanata qui finit par éliminer la chimère. Avec la chimère vaincue, les petits scarabées se sont retirés, ce qui a surpris Yuri, alors Chloé lui a dit que c'était Kanata qui en était responsable, mais elle avait du mal à le croire. Dans la salle de commandement, Fréon a essayé de découvrir qui avait vaincu la chimère. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Riel, qui pour une raison quelconque a décidé de chercher Yuri, a trouvé un éclat de la chimère que Kanata avait tué. Pendant ce temps, Riko et Lectie sont sortis des décombres, et, avec Misora, ils se sont précipités pour sauver Kanata, qui tombait vers sa perte. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il les a félicités pour leur performance et a dit qu'ils étaient prêts pour leur match. Le jour du match, Yuri a demandé à Kanata comment il s'était blessé et il lui a dit qu'il avait trébuché en cherchant un endroit pour se cacher. Le match a rapidement commencé, mais s'est terminé par la défaite des filles, ce qui a fait rire Yuri d'un Kanata embarrassé. Pendant ce temps, Fréon était dans le bureau du superviseur en chef où elle a présenté une proposition que le superviseur a approuvée. Quand Fréon est sorti du bureau, elle a dit à Chloé qu'ils organiseraient un tournoi à l'académie. Quelques jours plus tard, les filles ont eu une autre séance d'entraînement, mais elles étaient aussi désordonnées que les Teen Titans, avec Misora qui tirait coup après coup et manquait sa cible, Riko qui s'admirait dans un miroir, et Lectie qui avait peur des scarabées ballons, tandis que Kanata restait là, aussi inutile que Zeus. Pendant ce temps, dans le bureau de Fréon, elle informa Chloé, Yuri et Lloyd que l'équipe U601 était toujours la même équipe faible qu'avant qu'elle ne nomme Kanata comme instructeur. Elle leur a également dit que Kanata insistait pour que son équipe batte le Chimera et a même osé lui demander de les laisser tranquilles pour avoir détruit des biens civils, ce qu'elle a refusé. Elle a dit qu'elle allait relever Kanata de ses fonctions, ainsi que dissoudre l'équipe pour les punir, et Yuri était d'accord avec elle, disant qu'un traître comme Kanata n'était pas apte à être instructeur. Alors, Fréon a ordonné à Chloé d'amener Kanata à son bureau plus tard dans la journée. Lloyd a alors demandé si c'était la seule raison pour laquelle elle les avait convoqués, et Fréon lui a dit que non, avant de leur remettre un prospectus pour le tournoi. Plus tard en classe, les filles se sont plaintes que personne ne reconnaissait leurs efforts pendant le raid, et Kanata a souligné que personne ne les avait vus se battre. Misora a essayé de soutenir que sa blessure était la preuve du combat, mais il lui a couvert la bouche avec sa main et a demandé si elle était satisfaite. Avant qu'elle ne puisse répondre, Riko lui a renvoyé la question et il a dit qu'il s'en fichait avant de leur montrer un flyer pour le tournoi de Mistokan. Lectie a dit qu'il n'avait aucune chance parce qu'il n'était pas assez fort, mais Misora a dit qu'ils essaieraient. Juste à ce moment-là, Chloé est venue chercher Kanata, et dans le bureau de Fréon, Fréon lui a dit qu'il était renvoyé parce qu'il était un instructeur inutile. Elle lui a dit que dissoudre son équipe était la meilleure chose à faire parce qu'il semblait démotivé. Mais Kanata n'était pas d'accord avec elle et a dit qu'il avait encore plus à leur enseigner. Fréon lui a dit que même si Chloé l'avait recommandé, elle avait toujours des doutes à son sujet. Kanata lui a dit de mettre ses doutes là où le soleil ne brille pas, car les seules personnes envers qui il devait prouver sa valeur étaient son équipe. Il a ensuite demandé si elle accepterait l'équipe s'il gagnait le tournoi, ce qui l'a fait rire. Elle a souligné que toutes les équipes de rang sauf les Serang pouvaient participer et que son équipe, qui ne pouvait pas vaincre leurs camarades de rang E, ne serait qu'une proie facile. Alors, il lui a dit que s'il réussissait à gagner, elle oublierait de les dissoudre, ce à quoi elle a accepté. Cependant, les filles qui écoutaient à la porte n'ont entendu qu'elle dire « dissoudre » avant que Kanata n'ouvre la porte.
En se rendant à leur salle de classe, ils ont demandé à Kanata si Fréon allait les dissoudre, mais il leur a seulement dit de ne pas écouter aux portes. Plus tard, Kanata a demandé aux filles ce qu'elles comptaient faire après avoir entendu ce que Fréon avait dit. Alors Misora a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de rendre leur équipe plus forte, et les autres ont été d'accord. Kanata a dit qu'ils devaient seulement gagner le tournoi, mais avant de partir, il les a informés qu'ils commenceraient un nouvel entraînement, et a ajouté que le tirage au sort du tournoi aurait lieu le lendemain. Ce soir-là, Fréon a emmené Yuri, Chloé et Lloyd à l'installation où ils étudiaient les scarabées diaboliques, et là, ils ont rencontré Riel, qui leur a montré le fragment de chimère qu'il a trouvé, tandis que Fréon expliquait qu'ils avaient nommé la nouvelle chimère Antares. Elle a également dit qu'en plus d'être plus grande que la chimère Deneb, elle avait aussi une capacité de régénération, que Riel a démontré en coupant un morceau qui a repoussé immédiatement. Riel a dit que cela pourrait mener à une percée dans la production de médicaments de régénération rapide. Fréon l'a remercié avant qu'il ne se tourne pour partir, mais Riel a mentionné qu'il avait regardé une interview où Yuri disait qu'elle n'était intéressée que par quelqu'un de plus fort qu'elle. Quand elle l'a confirmé, il lui a dit qu'il était content de l'avoir rencontré, et quand ils sont partis, il a sorti son mouchoir et a commencé à le sentir comme un pervers. En sortant, Fréon a expliqué que leur ennemi évoluait, et dans leur état actuel, il manquerait de main-d'œuvre, c'est pourquoi elle organisait le tournoi. Alors qu'elle parlait, Lloyd remarqua que Yuri avait l'air pâle et lui demanda si elle allait bien. Elle dit que l'odeur dans le laboratoire la faisait se sentir étourdie. À l'extérieur du bâtiment, Fréon dit à Yuri qu'elle avait besoin de son aide pour quelque chose. Le lendemain, les affrontements du tournoi commencèrent, et l'équipe E601 fut placée contre une autre équipe de rang E. Les filles étaient contentes de ne pas avoir à affronter une équipe de haut rang lors de leur premier match, et pendant qu'elles en parlaient avec Kanata, Yuri l'a interpellée. Kanata a demandé pourquoi elle était là, et elle lui a dit qu'elle avait été assignée à une équipe de rang A en tant qu'instructrice. Kanata lui a dit que leurs équipes s'affronteraient lors du dernier match et a demandé si elle avait peur de perdre. Yuri a dit que son équipe n'avait aucune chance contre la sienne, alors ils ont fait un pari que si son équipe perdait, elle rejoindrait son équipe. Les filles ont demandé pourquoi il était sûr qu'ils arriveraient en finale. Alors il a expliqué que s'ils gagnaient le tournoi, Fréon ne les dissoudrait pas, ce qui les a surprises. Un soir, un étudiant a été attaqué par une silhouette encapuchonnée qui semblait briller après l'avoir battu. Quelque temps dans le passé, Yuri a regardé un match de classement entre l'équipe de Kanata et une équipe de rang A. Juste au moment où elle pensait que Kanata devrait abandonner, il a fait une manœuvre inattendue, alors ses adversaires ont tiré sur lui, qu'il a esquivé. Cependant, une flèche solitaire se dirigeait vers l'endroit où Yuri se tenait, alors Kanata est allé l'aider. Après quoi, il s'est envolé et a terminé le match assurant la victoire de son équipe. Après le match, il est revenu voir Yuri et elle l'a remercié de l'avoir sauvé. Pendant qu'il parlait, Lloyd l'a interpellé, alors il a invité Yuri à les rejoindre pour leur prochain match. À présent, Yuri, Chloé et Lloyd avaient une réunion concernant l'étudiant qui avait été attaqué la nuit précédente. Mais Yuri semblait perdu dans ses pensées jusqu'à ce que Chloé l'appelle par son nom et lui dise que leur équipe devait rejoindre le nid du corbeau pour une patrouille. L'instant d'après, Kanata sauta d'un arbre voisin et Yuri l'accusa d'écouter leur conversation. Kanata lui dit qu'il faisait une sieste sur l'arbre et lui demanda pourquoi elle aimait se disputer avec lui, mais elle affirma qu'elle ne faisait pas cela, ce qui fit rire tout le monde. Lorsqu'elle réalisa qu'il la taquinait, elle s'excusa en disant qu'elle devait vérifier son équipe. Après son départ, Chloé dit à Kanata que lorsque Freen avait demandé à Yuri de devenir instructrice, elle avait demandé à être responsable d'une équipe de rang E. Kanata lui a dit qu'il n'était pas surpris, parce qu'il savait que Yuri faisait toujours de son mieux pour faire ce qui était juste et qu'elle préférait être sur un pied d'égalité avec les autres. Plus tard dans la journée, lors d'une autre séance d'entraînement de l'équipe E601, Rico ne bougea pas d'un pouce pour aider les autres, même s'ils se faisaient battre par des scarabées ballons. Tandis que Kanata les observait, il se rappela de leur conversation en classe où il leur avait annoncé qu'il allait échanger leur position. Ce qui fit commencer Misor à se plaindre, mais Lekti dit qu'elle pensait que c'était une bonne idée parce que l'entraînement de Kanata avait toujours un résultat positif. Rico était également d'accord avec Lekti, à la grande surprise de Misor, donc elle n'avait pas d'autre choix que de suivre son plan. De retour au présent, Rico a finalement invoqué son arme et a dit à Misor de retenir l'ennemi sur le flanc gauche pendant qu'elle et Lekti éliminaient ceux de droite. Misor jeta un coup d'œil aux scarabées ballons et se plaignit qu'ils étaient trop loin. Mais Rico réussit à la convaincre d'y aller en disant que les compétences de Lekti seraient inutiles là-bas. Quand elle s'envola, Lekti s'excusa d'avoir une compétence inadéquate, alors Rico lui avoua qu'elle l'avait seulement dit pour que Misor suive le plan. De l'endroit où Kanata observait les filles, il se dit que le plan de Rico était la manière la plus efficace de gérer la situation. Le moment suivant, Yuri arriva avec son équipe et pendant qu'ils faisaient leur entraînement, les filles les regardaient. Lorsqu'ils eurent terminé, les filles commencèrent à se sentir mal à l'aise car elles ne pensaient pas pouvoir être à la hauteur de l'équipe de Yuri. Kanata leur a dit de ne pas perdre espoir et a dit que le plus important était qu'elles apprennent à fonctionner en tant qu'unité.
Après leur entraînement, Kanata a aidé Riko à masser ses épaules et en a profité pour la féliciter pour la sagesse dont elle a fait preuve pendant l'entraînement. Il lui a dit qu'elle était celle qui se souciait le plus des autres, et Riko a été surprise. Sur le chemin du retour ce soir-là, Kanata a croisé Yuri qui lui a dit qu'il devait parler. Alors il a accepté, car il avait aussi quelque chose à lui dire. Cependant, Mizore, Lecti et Riko ont décidé, et utilisent le pouvoir de Rin pour créer de la pluie, dissipant la concentration des insurgés avant de les électrocuter comme ils vous attrapent. Un des aides du duc, Inimicus, apparaît devant le Marcus et lui explique ce qui se passe, avant de le poignarder à mort. Avec le Marcus vaincu et ses forces trop paralysées pour bouger, les forces du Capitole gagnent par défaut et capturent avec succès une grande partie des forces du duc. Avec le Capitole à l'abri du siège, tout le monde commence un grand festin, célébrant leur première victoire contre eux-mêmes. Cependant, il est encore très évident que le duc ne laissera pas passer cela. Une paix temporaire ne signifie pas vraiment que c'est fini, car le lendemain, le roi Gilmore les convoque à nouveau pour discuter de leur prochaine action. Mais avant toute autre chose, il récompense leurs efforts, en leur permettant de choisir dans l'armurerie royale, qui abrite toutes les armes légendaires du royaume. Charlotte a fait un effort pour le convaincre de les laisser utiliser les armes pour eux-mêmes, afin qu'ils puissent gagner plus de batailles pour eux. Mira prend l'un des poignards en mithril. Rin prend un bâton légendaire. Limia prend une bague magique. Et comme ce que chaque homme désire le plus, Taichi choisit un katana. Avec le groupe armé et prêt, Soumella le défie à nouveau en duel, surtout maintenant qu'il est beaucoup plus fort qu'il y a quelques jours. Cependant, les effets de la suralimentation l'épuisent encore, alors il fait un effort pour visiter le marché local. Là, il a été traité comme une célébrité, car chaque citoyen, même les enfants, reconnaissait qu'il était leur héros et sauveur. Tout le monde admire sa vaillance et sa puissance exceptionnelle, car grâce à lui, ils sont tous en sécurité. Mais ils ne sont pas les seuls à le regarder, car lorsqu'il quitte le marché et entre dans une ruelle isolée, il défie enfin les yeux vigilants de se révéler. Il s'avère que c'est Cassim qui l'observe depuis tout ce temps, depuis la guerre des monstres. Il n'a pas revu Cassim depuis leur dernier combat, et il se demande ce qui est arrivé à son bras. Alors, Cassim explique que c'était à cause de lui. Bien sûr, Taichi ne le savait pas, car après le combat, il s'est effondré et est resté dans le coma pendant une semaine entière, donc il ne savait pas qu'il avait presque tué Cassim. Puis, quelques secondes plus tard, il se souvient soudainement d'avoir commis l'acte et s'excuse de l'avoir désarmé, mais Cassim lui dit qu'il a l'intention de l'éliminer pour de bon. En entendant cela, Taichi lui dit qu'il le combattra dans un endroit vide, loin des civils qui sont soudainement apparus derrière Cassim. Mais s'il essaie de fuir leur combat, Cassim le prévient qu'il s'assurera que tout le monde dans la ville mourra empoisonné. Il n'a donc pas d'autre choix que de se plier aux exigences de Cassim. Les deux arrivent à l'endroit isolé, mais Cassim lui dit qu'il devra limiter ses pouvoirs, car la raison pour laquelle Taichi a gagné la première fois est à cause de ses tricheries absurdes. Cette fois, il sera obligé de se battre à la loyale sans l'aide d'Eri, en utilisant uniquement ses capacités magiques. Eri le met en garde contre le duel, mais Taichi a déjà pris sa décision et il ne veut pas reculer devant ce combat, surtout après ce qu'il a fait à Cassim. Il jure qu'il prendra aussi son bras restant pour la folie de l'avoir défié. Il dit à Cassim qu'il va lui botter le cul et le forcer à manger avec ses pieds pour le reste de sa vie. Une fois que Taichi est en place, Cassim utilise l'objet et cela réduit immédiatement le pouvoir de Taichi au niveau de Cassim. Avec les préparatifs terminés, Taichi commence avec un Rasengan, mais Cassim contre-attaque avec une attaque au corps à corps, lançant des projectiles partout où Taichi va. Cependant, Taichi le désarme, alors il opte pour une contre-attaque par sa magie en rafale. Lorsqu'ils se rapprochent l'un de l'autre, ils se mettent à se frapper jusqu'à être épuisés. Mais Cassim termine son tour en lançant une version Walmart de la boule d'énergie de Goku. Alors Taichi utilise les compétences de Zoro, tranchant à travers la boule d'énergie et envoyant Cassim voler à côté d'un mur de briques. En subissant une autre défaite pour ce combat, Cassim admet finalement que Taichi est vraiment différent. Cependant, leur combat n'est pas terminé, car l'objet magique qui limite le pouvoir de Taichi libère soudainement une aura très maléfique. Cassim lui dit qu'il suffit de détruire l'objet magique pour libérer les restrictions de son pouvoir. Mais l'entité maléfique s'échappe de l'objet et tente de l'attaquer. Taichi attaque l'entité informe, mais il ne lui inflige aucun dégât et elle commence à riposter en l'attaquant avec ses projectiles. Heureusement, Grammy observe leur combat et va immédiatement le secourir en coupant l'entité informe en deux. Mais il n'a pas de corps physique, donc elle n'a littéralement rien fait d'autre qu'aggraver le problème. Cassim leur dit qu'ils devraient détruire l'objet, même s'il est plus proche de celui-ci, alors Grammy lance son épée sur l'objet, libérant sa restriction sur Taichi. Cependant, c'est une erreur, car la pleine puissance de l'objet maléfique a également été libérée avec celle de Taichi.
Mais c'est une tâche facile pour lui, surtout depuis qu'il a récupéré ses pouvoirs. Alors, il invoque rapidement Eri à ses côtés, utilisant toute sa puissance et enchantant son katana avec de la foudre, détruisant l'entité en un seul coup. Plus tard dans la journée, Grammy lui explique pourquoi Cassim est si obsédé par lui et pourquoi subir une autre défaite cette fois-ci le blesse vraiment. Mais leur conversation est interrompue lorsque la garde de la ville sonne la cloche, signalant la déclaration de guerre de l'armée rebelle. Plus tard dans la nuit, les forces du Capitole se préparent à un autre siège de leur ville. À l'intérieur de leur chambre, Taichi dit à Rin qu'il fera de son mieux pour le protéger. Mais elle refuse, affirmant qu'ils vont se battre ensemble et qu'elle ne sera pas une protagoniste féminine inutile, comme dans de nombreux animés isekai. Quelques heures plus tard, l'aube arrive et les forces de Marcus Marchese préparent une attaque à grande échelle sur la capitale. Plus tard dans la matinée, les forces rebelles arrivent enfin sur le champ de bataille et attendent maintenant le signal du duc. Inimicus, le bras droit du duc, l'assure qu'ils ont plus que suffisamment de force pour faire face aux armées du Capitole, ainsi que des contre-mesures contre les pouvoirs écrasants de Limia et Taichi. Après avoir sécurisé leur position et leur campement, le duc d'Orthez Iem donne enfin l'ordre de commencer le siège. De retour au camp du Capitole, le roi Gilmore rassemble ses forces et leur dit que « Duc frauduleux, duc imposteur et son armée d'imposteurs mentalement déficients ». Au signal du général Sumela, les forces du Capitole chargent de toutes leurs forces et se heurtent aux forces rebelles. Ran, Lemika et Miura rejoignent l'avant-garde et aident avec l'équipement, tandis que le général Sumela dirige le cours de la bataille. Un aventurier de classe A nommé Suzuru rejoint la bataille et défie Rin tandis que Marcus Marchese affronte Miura, proposant que si elle perd, elle sera ajoutée à son harem inexistant. Quelque part sur le champ de bataille, un parfait inconnu défie Lemika dans un duel de magie, contrant ses sorts. Cependant, ces imbéciles ne sont que de la chair à canon malgré leur puissance, car ils sont tous mal assortis, comme des joueurs de bronze affrontant des champions du monde. Avec la bataille déjà en cours, Teichi utilise son pouvoir pour localiser le camp du duc d'Orthez Hiem, évitant ainsi toute la bataille en affrontant seul les gardes du camp du duc. Après avoir fait un atterrissage de super-héros, il anéantit rapidement les gardes du camp et entre tranquillement dans la salle de guerre du duc sans trop de difficultés. Tout le monde est stupéfait par son apparition soudaine, car il n'est pas normal qu'un adversaire apparaisse au hasard au cœur du camp ennemi. d'Orthez Hiem reconnaît le talent de Teichi et sait pertinemment qu'il parle littéralement au meilleur de tous les temps, alors il dit à tout le monde de se calmer et de laisser Teichi faire. Quand tous les gardes partent enfin, d'Orthez Hiem lui demande pourquoi il est dans leur camp, et il dit au duc qu'il est là pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, afin d'éviter des effusions de sang inutiles et de préserver leur puissance militaire. Il négocie avec d'Orthez Hiem et lui dit que s'il se retire avec ses troupes, ils seront pardonnés pour leur insolence, et que ceux qui sont morts ici sont les seuls perdants. Mais d'Orthez Hiem lui répond que, même si certains d'entre eux peuvent mourir, il sait que c'est un sacrifice qu'il est prêt à faire, et il ne peut pas renoncer à ce qu'il croit juste. Eri essaie de discuter pour changer son opinion, mais la décision du duc est finale, et il se battra jusqu'à son dernier souffle pour atteindre son objectif. Mais avant cela, il remet en question le pouvoir de Teichi et sa décision de s'abstenir de prendre le contrôle de la capitale ou même du monde, malgré sa puissance immense. Il lui demande pourquoi il permet à Gilmore de l'utiliser à sa guise au lieu de devenir roi lui-même. Mais la réponse de Teichi est simple. Avoir des responsabilités, c'est chiant, et il préfère devenir puissant sans être lié à des bavardages politiques, comme aider ses citoyens ou enquêter sur la disparition d'une vache d'une ferme depuis 2 ans. Alors le duc demande pourquoi ne pas devenir un dictateur et faire souffrir tout le monde. Mais il leur dit simplement que ça n'en vaut même pas la peine parce que forcer les gens à les aimer est juste pathétique et triste. En entendant sa réponse, le duc éclate de rire car les choses auraient été différentes si Teichi était de leur côté. Mais puisqu'ils sont déjà là, il ne peut pas se permettre de perdre ce qu'il est déjà en train de perdre, alors il dit à Teichi d'aller se faire foutre. Mais pendant qu'ils font semblant d'être des philosophes grecs, Inimicus s'empare déjà des cadavres de l'armée déchue du duc, les transformant en zombies sans esprit. Quelques secondes plus tard, la plupart des soldats sur le champ de bataille deviennent des zombies enragés grâce au plan d'Inimicus. Toute la plaine s'est transformée en un terrain fertile pour des zombies sans esprit, et tout jusqu'à ce moment avait été planifié depuis le début par la femme mystérieuse qui était derrière tout ce qui se passait, y compris l'arrivée de Teichi dans ce monde. C'est la même femme que le dragon à 2 têtes sert, et tout ce qui se passe en ce moment, y compris la guerre civile, a été causé par elle. Mais ils ont des problèmes plus urgents à traiter qu'une femme intrigante, car ce qu'Inimicus a déclenché rappelle le même événement qui s'est produit il y a 200 ans. Cet événement était connu sous le nom de Rhapsodie sanglante, une purge à l'échelle nationale déclenchée pendant la guerre entre les empires de Galjan et de Sins-Catholite,
qui a causé la mort de plus de 700 000 civils, y compris la majorité de leur personnel militaire. La rhapsodie sanglante a commencé lorsqu'un magicien a utilisé le même sort qu'Inimicus utilise, le mangeur d'esprits, qui épuise la durée de vie des individus affectés tout en les soumettant à une folie déchaînée, les empêchant de mourir même lorsqu'ils sont tués. Apparemment, Inimicus agit également selon le grand dessein de la femme intrigante, car cette rhapsodie est aussi un test pour voir si Teiichi est réellement capable de faire plus que ce qu'il peut faire actuellement. Et s'il échoue ici, le monde est pratiquement condamné dans un avenir proche. Cependant, Inimicus s'en fiche éperdument parce que ce qu'il recherche, c'est le pouvoir, et la Bloody Rhapsody le lui donnera. Il ordonne de manière épileptique à ses soldats de commettre des crimes de guerre et d'anéantir tous ceux qui ne sont pas aussi fous qu'eux. Le chaos s'ensuit sur tout le champ de bataille, à la suite de ses ordres, poussant le duc et Teiichi à s'allier pour vaincre les soldats déchaînés. Quelques minutes plus tard, Inimicus se transforme en une sorte d'hybride demi-humain. Il y a 200 ans, pendant l'ère des flashbacks et des filtres d'histoire ancienne, les pays voisins, l'Empire galgean et l'Empire de la Sainte Scoliose, étaient engagés dans un conflit sanglant qui, d'un point de la carte, s'est rapidement étendu aux terres voisines. La bataille qu'ils pensaient se terminer rapidement se transforme en leur pire cauchemar, alors que les soldats commencent à avoir les yeux brillants et que leurs esprits et corps sont consumés par la rage et la colère. Les soldats en colère ont commencé à attaquer les villageois, et bientôt la carte s'est peinte en rouge, causant d'innombrables victimes sur tout le continent. Le conflit sanglant s'est transformé en guerre sanglante, qui est rapidement devenue un enfer sanglant, à cause des salauds qui étaient derrière tout ça. Et l'histoire se répète encore une fois, parce qu'Inimicus transforme une escarmouche de guerre totale en une campagne de Left 4 Dead 2. Le Mika théorise que le cercle magique évident au-dessus d'eux est celui qui cause le phénomène. Et s'ils ne peuvent pas traquer le connard qui lance le sort, que se passera-t-il si X est cuit, y compris le monde entier? Sosora et Rin s'associent pour combattre les soldats animés, mais Sosora les tue plus vite qu'elle ne peut les pacifier. Alors Rin utilise ses pouvoirs Yuri pour persuader Sosora de travailler pour elle. De cette façon, elles peuvent toutes deux sauver les soldats au lieu de les démembrer. De retour au camp du duc, Teiichi utilise ses pouvoirs pour neutraliser les soldats enragés, mais cela ne suffit pas à les arrêter car les soldats reviennent sans cesse. Dortesiem lui demande pourquoi il ne découpe pas ses propres soldats, mais Teiichi lui dit que ce n'est pas son objectif. Le duc lui dit que quoi qu'ait fait Inimicus, c'était à cause de cette femme, et quoi qu'elle pense, elle est folle d'utiliser les soldats du royaume pour ses plans. Mais ils doivent endurer et survivre à cette épreuve, car c'est la seule façon de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Dorothéen sait qu'après cette bataille, il va être décapité parce qu'il a lu le script. Alors Teiichi lui dit « c'est comme ça » avant de se préparer à se suicider. Mais Eri sait ce qui se passe et l'empêche de faire quelque chose d'aussi insensé que de se blâmer et de choisir la solution de facilité. Il lui dit de bouger mais elle refuse, affirmant que c'est de sa faute si tout part en vrille parce qu'elle ne lui a pas fait confiance. Eri admet qu'elle manque de la conviction qu'elle demande à Teiichi parce que tout ce temps, elle a menti sur sa véritable identité et ses vrais pouvoirs. Car sa forme de Tinkerbell n'est pas vraiment sa vraie forme, mais plutôt une forme temporaire. Elle admet qu'elle a peur de Teiichi et de ce dont il est capable, surtout puisqu'il détient le pouvoir suffisant pour détruire le monde, et au rythme où il va, il pourrait pratiquement le faire en seulement 5 à 7 jours ouvrables. Elle avait besoin de voir si Teiichi était déterminé et plein de conviction pour sa cause, et ne détruirait pas réellement le monde s'il en avait l'occasion. Parce que si elle donne vraiment son véritable pouvoir, cela signifie que tout ce que Teiichi a en ce moment va quintupler, et c'est suffisant pour détruire le monde 5 fois. S'il ne peut pas contrôler ses pouvoirs, ce sera encore pire pour tout le monde, y compris elle. Alors elle lui dit au revoir et lui dit « Psyche », car elle révèle en fait sa véritable forme et ses pouvoirs, avant de disparaître complètement. Rin arrive peu après et vient à son aide, mais elle est elle-même gravement blessée, alors il court la serrer dans ses bras et s'excuse de ne pas avoir pu l'aider, promettant de mettre fin à la bataille avant qu'elle ne devienne un autre événement tragique pour lui. Et ainsi, pour la première fois, Teiichi commande le véritable pouvoir d'Eri et invoque la reine des esprits, Sylphide, détruisant rapidement le sortilège Bloody Rhapsody d'un seul coup. Avec le cercle magique détruit, chaque soldat affecté revient à la normale, et la véritable forme de Sylphide est révélée au monde. Susuro la reconnaît rapidement parce qu'elle sait qu'elle est l'un des grands esprits du monde. Mais les choses ne sont pas encore terminées, car il a encore un obstacle à surmonter, l'hybride démoniaque Inimicus. Teiichi passe en mode combat et se confronte au maniaque, lui demandant qui est cette foutue femme dont il parle, exigeant qu'il révèle ce qu'il sait sur elle et ce qu'elle veut accomplir.
Alors, Inimicus lui raconte l'intrigue sans spoiler, révélant qu'il peut en fait entendre les esprits même avant d'être transporté dans le monde. Le destin de Teiichi est lié à la MILF intrigante quelque part dans le pays, et il est son élu. Dans un avenir proche, une grande bataille plongera bientôt le monde dans le chaos, et pour empêcher cela, Teiichi doit être assez fort pour y faire face. Tous ceux qui servent la mystérieuse MILF, y compris le dragon à 2 têtes, la laissent cuisiner parce qu'ils savent que cela en vaudra la peine quand le moment viendra. Et cette même femme deviendra leur sauveuse, mais pour que cela se produise, il doit devenir son arme afin de sauver le monde d'Altia. Mais Teiichi ne veut pas accepter des exigences aussi scandaleuses avec une récompense encore plus scandaleuse comme des victimes civiles. Alors, il passe en mode Jotaro, libérant sa propre suite de Star Platinum à gauche et à droite, battant Inimicus par un chaos technique. Mais Inimicus est content d'être assez puissant pour le vaincre, car cela signifie que sa mission est terminée et qu'il a fait ce qu'il pouvait pour jouer son rôle dans la bataille à venir. Alors il exhorte Teiichi à l'achever pour qu'il puisse enfin surmonter sa faiblesse d'avoir peur de mettre fin à la vie des gens. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Teiichi comprend mieux que quiconque la corrélation entre le pouvoir et la responsabilité, car il a déjà décidé de devenir plus fort pour protéger plus de gens. Et ainsi, il porte le coup final, vaporisant Inimicus jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Après la bataille, les forces de la capitale retournent en ville alors qu'elles ont enfin vaincu l'un des nombreux obstacles qu'elles vont devoir affronter à l'avenir. Teiichi se réveille dans la chambre de Rin où elle, Mayura et Lemia l'informent que la bataille est enfin terminée. Apparemment, il a de nouveau été dans le coma ces derniers jours et tout le monde s'inquiète pour lui, y compris la princesse Charlotte. Avec leur victoire à Aspire et maintenant dans la capitale, la paix revient dans le pays et les citoyens devront réparer les dégâts laissés sur le champ de bataille, comme la dernière fois. Mais grâce aux efforts de Teiichi, Aspire n'a pas implosé et le roi Gilmore les a récompensés avec des trésors sur des trésors valant plus que leur rang initial. Cependant, le problème urgent demeure, car il y a encore une MILF invisible dans l'anime qu'il n'a pas encore rencontrée, et elle est la raison pour laquelle la vie de tout le monde a failli tourner au désastre. Quelques jours après la bataille, il réfléchit silencieusement à ce qu'il doit faire ensuite. Il sait qu'il y aura d'autres défis à venir, ce qui signifie que plus de personnes innocentes seront en danger. Mais Lemia lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il a le pouvoir, le charisme et surtout les filles d'anime les plus puissantes dans son équipe, même s'il fait principalement le gros du travail à chaque fois. Avec leur mission terminée, Teiichi dit au revoir à la princesse et retourne à Aspire avec les filles. Avant qu'ils ne partent, Charlotte promet qu'elle va les renvoyer au Japon quoi qu'il arrive. Après avoir fait leurs adieux, Teiichi réalise ce qu'il doit faire, c'est convaincre Kadokawa de leur obtenir une deuxième saison. Teiichi obtiendra-t-il une deuxième saison et découvrira-t-il la mystérieuse MILF manipulant l'intrigue? En esclavera-t-il les 3 grands esprits du monde, tricherie commune d'Isekai pour n'obtenir absolument rien?